en débat, sénateur Francis. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, je prends la parole aujourd'hui en deuxième lecture du projet de loi S210 qui propose de créer le bureau du commissaire à l'enfance et à la jeunesse. Je soutiens pleinement l'attention qui sous-tend le projet de loi et je félicite la sénatrice Moody pour son dévouement. Toutefois, je ne suis pas convaincue que le projet de loi devant nous soit la meilleure voie à suivre. Je suis franchement déçue par le manque de respect, d'engagement et de participation significative des populations autochtones qui se reflètent dans l'ensemble du projet de loi. Je suis certain que cela n'a pas été fait de mauvaise foi, mais en raison de la connaissance de la compréhension limitée des peuples autochtones et des relations avec eux. Je suis également conscient que le bureau d'un sénateur n'a pas la capacité ni les ressources nécessaires pour coordonner avec les nombreux gouvernements, communautés et organisations autochtones. Mais rien de tout cela ne justifie jamais que les droits, les intérêts et la situation unique des peuples autochtones ne soient pas pris en compte lors de l'élaboration et de la mise en œuvre éventuelle d'une législation. Chers collègues, pour progresser sur la voie de la réconciliation, les législateurs à tous les niveaux doivent s'engager à s'éloigner de l'unilatéralisme des siècles passés. Ce changement exige que nous approfondissions tous notre compréhension et notre respect des peuples autochtones et que nous poursuivions le partenariat et la collaboration, même lorsque cela est difficile ou nous met mal à l'aise. Chers collègues, avant d'aborder le fond du projet de loi S210, je voudrais commenter la situation des enfants et des jeunes autochtones qui sont de loin les plus marginalisés et les plus défavorisés au Canada. Un récent rapport sur la pauvreté des enfants, qui a utilisé les données des recensements de 2006 à 2016, a révélé qu'un pourcentage étonnant de 47% des enfants des Premières Nations inscrits au Canada vivent dans la pauvreté, soit 2,5 fois plus que la moyenne nationale. Ce taux passe à 53% pour ceux qui vivent dans les réserves. Pour ceux vivant en Saskatchewan et au Manitoba, ce pourcentage est de 65%. Le rapport révèle également que quelque 32% des enfants non inscrits des Premières Nations vivent dans la pauvreté. Le taux est de 25% pour les enfants inuits et de 22% pour les enfants métis. Rien de tout cela n'est accidentel. Pendant des siècles, la Couronne a cherché à assimiler, déposséder et effacer tous les aspects de l'existence des peuples autochtones, y compris notre identité, notre langue, notre culture, notre souveraineté. Cet héritage contribue à un traumatisme intergénérationnel complexe et permanent. Et il nous a fait passer de l'autosuffisance économique à la dépendance. Tout cela est aggravé par des logements inadéquats et insuffisants, une eau non potable, des services de base inférieurs et d'autres conditions résultant d'un sous-financement chronique ainsi que par la discrimination, le racisme et la violence systémique. La vérité, c'est que même les plus résilients de nos enfants et de nos jeunes souffrent. Un profond sentiment de désespoir et même de détresse persiste, ce qui contribue sans aucun doute à l'épidémie de suicide qui touche aujourd'hui un si grand nombre de nos communautés. Chers collègues, les enfants et les jeunes autochtones du Canada sont souvent considérés et traités comme moins dignes ou moins méritants que les autres. Ce n'est bien sûr pas vrai. Et en tant que segment de la population le plus jeune et à la croissance la plus rapide, nous ne pouvons tout simplement pas continuer à les priver de notre attention et de notre priorité. Les enfants et les jeunes autochtones veulent être heureux, en bonne santé, autonomes, reconstruire, revitaliser et reprendre le contrôle de leur vie et de leur communauté. Leurs parents, leur communauté et leurs organismes veulent les aider à réaliser cette vision. Pourtant, les progrès sont trop souvent sapés par le gouvernement fédéral et d'autres personnes en position de pouvoir, soit par désintérêt ou inattention, soit par des actions unilatérales dissimulées sous le voile de bonnes intentions. Un engagement en faveur d'une réconciliation véritable et durable exige que nous commencions à écouter et à agir. Il exige que nous reconnaissions et respections les droits des peuples autochtones et que leurs points de vue, intérêts et besoins distincts soient pris en compte dans notre processus décisionnel. Et il exige de mettre l'accent sur un dialogue et une collaboration significative et informée en tant qu'égaux et non en tant que subordonnés. Chers collègues, je voudrais maintenant aborder le projet de loi S210.
La docteure Cindy Blackstock, défendresse infatigable des droits des enfants autochtones, a préparé une excellente note d'information qui nécessite notre analyse minutieuse. Parmi les diverses lacunes qu'elle a identifiées dans le projet de loi, elle a relevé qu'il ne reconnaît pas suffisamment les obligations distinctes du Canada envers les différents enfants, jeunes, gouvernements et communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits. Cela m'est apparu évident après avoir lu le préambule du projet de loi qui se lit comme suit. Attendu que les enfants et les jeunes relevant de la compétence fédérale tels que les enfants et les jeunes des Premières Nations, des Inuits et des Métis ne bénéficient pas des protections provinciales et territoriales en matière de droits de l'homme. Cette déclaration est inexacte. Je ne m'étendrai pas davantage étant donné que le sénateur Patterson y a fait allusion dans son discours. Une autre lacune du projet de loi identifiée par Mme Blackstock, c'est le mépris des pratiques de longue date des communautés, des familles des Premières Nations, des Métis et des Inuits, afin de sauvegarder les droits et les meilleurs intérêts de leurs enfants en utilisant leurs lois et leurs pratiques. Plus troublant encore, le projet de loi laisse entendre que la pratique consistant à séparer les enfants et les jeunes autochtones de leur famille et de leur culture est historique plutôt que permanente, ce qui est totalement faux. Il y a plus d'enfants et de jeunes autochtones pris en charge aujourd'hui qu'il n'y en avait dans les pensionnats au plus fort de leur utilisation, ce qui contribue à ce que l'on appelle désormais le scoop du millénaire, ou plutôt la rafle du millénaire. Chers collègues, l'appel à la création d'un commissaire unique avec un commissaire adjoint pour les enfants et les jeunes autochtones est une autre grave lacune du projet de loi. Cette approche descendante n'est pas conforme à l'un des droits les plus fondamentaux des peuples autochtones, à savoir le droit à l'autodétermination, qui est notre droit de contrôler les enjeux qui nous touchent directement sans domination, sans ingérence, y compris les enjeux qui concernent nos enfants et nos jeunes, et d'établir avec la société dominante et l'État une relation fondée sur la participation et le consentement. Le commissaire unique proposé par le projet de loi renforce un paternalisme qui traite les peuples autochtones comme des pupilles de l'État qui ont besoin de contrôle et de direction et qui enhardit les personnes en position d'autorité à justifier la prise de décision nous concernant sans nous avec des conséquences parfois dévastatrices. On en trouve un exemple criant dans l'application du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui est fondé sur des valeurs occidentales et eurocentriques et qui a été utilisé pour justifier le retrait de trop d'enfants et de jeunes autochtones de leur famille et de leur communauté. Ce n'est que récemment que l'on a reconnu l'importance de maintenir la continuité culturelle et d'assurer une égalité substantielle dans la fourniture des services. L'entrée en vigueur du projet de loi C-92, qui visait à rétablir le contrôle sur la prestation de services à l'enfance et à la famille aux communautés autochtones, a constitué une avancée cruciale par rapport au projet de loi C-92 et au projet de loi S-210 semble être un pas de recul. Pour être en accord avec le droit à l'autodétermination, moi-même et d'autres personnes pensons que le rôle d'un commissaire national à l'enfance doit inclure un commissaire à l'enfance autochtone. L'Assemblée des Premières Nations, par exemple, a adopté des résolutions soutenant les organismes de surveillance indépendants afin de protéger les besoins, les droits et les opinions uniques des enfants et des jeunes des Premières Nations. Seul un commissaire des Premières Nations ou autochtone spécialisé pourrait s'inscrire dans cette vision. Nous devons également prendre note de l'Australie, qui a créé un commissaire national à l'enfance en 2012. L'année dernière, une prise de position éclairante signée par plus de 70 organismes et 7 des commissaires et tuteurs à l'enfance du pays a appelé à la création urgente d'un commissaire à l'enfance et à la jeunesse autochtone sur un pied d'égalité avec le commissaire national à l'enfance, soulignant que cela serait conforme au droit à l'autodétermination. Le document de position soutient également que le rôle doit être rempli par une personne ayant les qualifications, les connaissances et l'expérience nécessaires et, plus important encore, être rempli par une personne autochtone ayant la compréhension et les relations culturelles requises pour comprendre et promouvoir les meilleurs intérêts des enfants et des jeunes autochtones. Je suis tout à fait d'accord. Nous avons besoin de plus de solutions dirigée par des Autochtones. C'est l'exclusion des Autochtones de la table de négociation qui a conduit au problème d'aujourd'hui. Les professeurs Hadley Friedland et Naomi Metalik, qui sont également des défenseurs des droits des enfants autochtones, ont porté à mon attention d'autres lacunes du projet de loi. La plus importante est peut-être, et je cite, que
Les enfants autochtones sont les seuls enfants qui relèvent directement de la juridiction fédérale, compétence de l'article 91-24, concernant divers services essentiels fournis aux familles autochtones, en particulier celles qui vivent dans les réserves. Mais ils semblent être relégués à un statut secondaire dans ce projet de loi du fait que les enfants autochtones ne sont pas le point central du projet de loi. Cela n'a pas de sens car les enfants autochtones sont les seuls enfants sur lesquels la juridiction du Canada a un impact direct. Fin de la citation. Les professeurs ont mentionné que ce projet de loi ne fait pas référence à la législation pertinente, comme la loi sur le ministère des Services autochtones, qui confirme la responsabilité du ministre des Services autochtones de fournir des services aux peuples autochtones, y compris les enfants et les familles des Premières Nations dans les réserves, et la loi sur les enfants des Premières Nations, des Inuits et des Métis, également connue sous le nom de projet de loi C-92, qui s'applique uniquement aux enfants autochtones et qui définit les normes minimales que les juges doivent prendre en compte lors des audiences sur la protection de l'enfance et implique le gouvernement fédéral dans les négociations avec les gouvernements autochtones pour le financement des services en rapport avec l'exercice de l'autonomie gouvernementale autochtone sur les services à l'enfance et à la famille. Les professeurs m'ont également averti que le projet de loi ne mentionne pas les recours ni ce qu'une personne ou un tribunal peut faire si la loi n'est pas respectée. Il s'agit d'une lacune importante pour les enfants et les jeunes autochtones, surtout si l'on considère une décision récente de la Cour provinciale de l'Alberta où le juge déclare que le projet de loi C-92 ne lui donne pas la compétence ou l'autorité pour ordonner des recours si le gouvernement ne se conforme pas à ce que la loi dit qu'il doit faire. L'absence de mécanisme contraignant compromet considérablement la capacité de ce projet de loi à atteindre son objectif déclaré, qui est de garantir la responsabilité fédérale en matière de droits des enfants et des jeunes, en particulier les plus vulnérables. Considérez par exemple qu'en 2016, le Canada a été reconnu coupable par le TCDP de discrimination à l'égard des enfants qui vivent dans les réserves en sous-finançant délibérément et imprudemment les services de protection de l'enfance et d'autres services et qu'il a ensuite été ordonné d'indemniser les enfants des Premières Nations et certains parents ou grands-parents affectés. Le gouvernement fédéral ne l'a pas encore fait. Il continue également à sous-financer les services sociaux et de santé pour les enfants des Premières Nations vivant dans les réserves. Ce projet de loi ne changera malheureusement rien à cela. Le fait d'avoir le pouvoir d'enquêter et de faire des conclusions et des recommandations est précieux, mais de nombreuses études, rapports et enquêtes ont déjà attiré notre attention sur ces questions. Les peuples autochtones ont une bonne compréhension de ce qui doit se passer. Le problème, c'est le manque de volonté politique pour le faire. Pourquoi, alors, ce projet de loi s'appuie-t-il sur la bonne volonté du gouvernement fédéral et d'autres partis pour faire respecter les droits des enfants et des jeunes autochtones alors qu'il a été prouvé à maintes reprises qu'elle était insuffisante? Chers collègues, il convient également de noter que le Canada a été appelé à de multiples reprises à ne pas disposer d'un mécanisme centralisé pour compiler et analyser des données désagrégées relatives aux enfants. Les appels à l'action font spécifiquement référence au suivi et à l'évaluation des enquêtes sur la négligence, à la publication de rapports annuels sur le nombre d'enfants autochtones pris en charge, les raisons de ces décisions, le total des dépenses consacrées aux services par les agences de protection de l'enfance et l'efficacité des diverses interventions. Rien de cela n'est reflété dans le projet de loi S-210. Et même si le projet de loi a été amendé pour combler cette lacune, le droit des communautés autochtones à posséder, contrôler, accéder et posséder des informations sur leur peuple doit être respecté car il est fondamentalement lié à l'autodétermination et à la préservation et au développement de la culture. En conclusion, honorable sénateur, je tiens à préciser que je ne m'oppose en aucune façon à la protection et à la promotion des droits des enfants et des jeunes au Canada. Il serait absurde d'insinuer, dis-je, une telle chose. Je pense simplement que le projet de loi S-210 n'est pas la solution, du moins pas pour les enfants et les jeunes autochtones. Ce que je sais, c'est que ce projet de loi ne fait qu'une brève référence aux groupes autochtones. Il est empreint d'attitudes colonialiste et paternaliste et manque de substance en raison du peu de considération qu'il accorde aux besoins, aux droits et aux points de vue distincts des enfants et des jeunes autochtones, ainsi qu'à ceux de leurs parents, de leur communauté et de leur gouvernement.
Les populations autochtones doivent être présentes à la table des décisions du début à la fin, à titre de partenaires égaux. Nous devons avoir la possibilité de collaborer de manière significative à l'élaboration de projets de loi qui touchent à des enjeux qui nous concernent. Si cela avait été le cas avec le projet de loi S-210, il n'y aurait pas eu autant de lacunes. Comme ce n'est pas le cas, nous allons maintenant être invités à examiner de nombreux amendements pour tenter de sauver un projet de loi imparfait, ce qui m'amène à poser la question suivante. Sommes-nous vraiment prêts à imposer unilatéralement un autre projet de loi aux populations autochtones sans avoir le temps de les impliquer de manière adéquate ou de considérer comment leurs droits sont affectés? Je ne me sens pas à l'aise de procéder ainsi. Je préfère de loin prendre plus de temps et le faire d'une manière respectueuse et culturellement appropriée. Merci.